Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Face à l'étrange. Croyez-vous aux extraterrestres, aux ovnis, ou bien pensez-vous que ce ne sont que des hallucinations de personnes psychiquement dérangées? À votre avis, sommes-nous les seuls êtres vivants dans l'univers qui nous entoure? Dans les reportages que vous allez voir ce soir, certains témoignages pourraient bien vous faire changer d'avis sur l'existence possible de visites extraterrestres. Et pour les plus sceptiques, nous ouvrons même, pour la première fois, des dossiers confidentiels de l'armée britannique, de véritables révélations sur les ovnis. Alors, visite extraterrestre, fantasme ou réalité, tout de suite, le sommaire en images. Ils affirment avoir été enlevés par des extraterrestres, certains même des dizaines de fois. Ils sont d'apparence humaine, avec des bras et des jambes. J'ai eu l'impression qu'ils me mettaient des sondes, qu'ils injectaient et prélevaient des trucs au fond de ma tête. Pour quelles raisons et pendant combien de temps? Quand les aliens s'attaquent aussi aux enfants, les habitants prennent peur et la science commence à son tour à s'interroger. Enquête sur des phénomènes encore inexpliqués, mais pourtant bien réels. On les appelle les crop circles. Et ils ont envahi toute la planète. Ce sont des formes géométriques parfaites, dessinées dans les cultures agricoles. Je me souviens du premier cercle que j'ai vu. Il était assez loin, mais j'ai eu comme un déclic. J'ai su que mon destin allait changer. Ça avait quelque chose de mystérieux qui m'interpellait. D'une précision incroyable et d'une ampleur impressionnante, comment certains de ces dessins auraient-ils pu être réalisés par la main de l'homme? C'est un document exceptionnel. Pour la première fois, un homme chargé d'enquêter sur les ovnis au sein du ministère de la Défense britannique nous ouvre des dossiers confidentiels. En mars 1993, il se retrouve confronté à une intrusion d'ovnis qui va ébranler toutes ses convictions sur la question. Type d'appareil, inconnu. Origine, inconnue. Objectif du vol, inconnu. La vraie question dans cette affaire, c'est est-ce que cet ovni était d'origine extraterrestre? Cette fois, les témoins comptent des policiers et des militaires. Détails sur une affaire restée secrète pendant plus de 10 ans. On a tous vu un jour un film ou des images d'aliens qui enlèvent des humains pendant leur sommeil en les faisant léviter jusque dans leur soucoupe volante. Mais quand de vraies personnes assises en face de vous vous racontent qu'elles ont vécu la même histoire, il y a de quoi se poser des questions. D'abord, pourquoi certaines personnes seraient-elles kidnappées et pas d'autres? Peut-on croire aux enlèvements d'enfants ou de fœtus? Et pourquoi la prochaine fois ne serait-ce pas vous? Quand les extraterrestres s'intéressent curieusement à notre société de terriens, reportage. On les nomme rencontres du quatrième type. Elles désignent des enlèvements d'humains par des extraterrestres. La chose paraît impensable, et pourtant, les faits sont là et l'ampleur des témoignages interpelle. Depuis le premier cas recensé aux États-Unis en 1961, une enquête américaine a établi que 2% des sondés seraient susceptibles d'avoir été enlevés. À l'échelle du pays, le phénomène pourrait donc concerner 3,5 millions d'individus. Nous sommes des gens ordinaires à qui ces choses-là arrivent. Alors, ça peut arriver à n'importe qui. Fait troublant, les récits fournis par ces hommes et ces femmes, pour la plupart sains d'esprit, apparaissent sincères et présentent tous d'étranges similitudes. Ils sont d'apparence humaine, avec des bras et des jambes. J'ai eu l'impression qu'ils me mettaient des sondes, qu'ils injectaient et prélevaient des trucs au fond de ma tête. Alors, affabulation, hystérie collective ou réalité? Ufologues et scientifiques ne cessent aujourd'hui de débattre de la question. Vous savez, ce genre de truc, c'est impossible d'y croire tant que ça ne vous est pas arrivé. C'est certainement le cas le plus célèbre d'enlèvement extraterrestre connu à ce jour. Les faits se déroulent le 5 novembre 1975 dans le district de Snowflakes en Arizona. Le bûcheron Travis Walton et 6 de ses collègues rentrent d'une longue journée de travail en forêt. Soudain, au détour d'un virage, ils aperçoivent une puissante lueur au-dessus des arbres.
Il y avait une lisière d'arbres qui nous séparait de l'objet, et soudain il s'est retrouvé juste en face de nous. Il était stationnaire au-dessus du chemin, à moins de 30 mètres devant nous. C'était comme si, dès qu'on s'était rapproché des arbres, tout d'un coup, bam, il était là, droit devant nous. Personne n'a osé descendre de la camionnette à part lui. Moi, je ne serais jamais sorti. Au début, je me la jouais un peu devant les gars. Je pensais que ce truc allait redécoller avant que je puisse m'en approcher, mais plus je m'avançais, plus je réalisais qu'il n'avait aucune intention de repartir. C'est là que j'ai commencé à flipper. Je gueulais pour qu'il s'éloigne de ce truc, je me demandais ce qu'il foutait, je sentais bien qu'il était vraiment en danger. J'ai senti qu'il fallait que je me tire de là, et quand je me suis retourné pour me mettre à courir, quelque chose m'a frappé. Il y a comme un rayon qui est parti de dessous le vaisseau et ça l'a frappé en pleine poitrine. Au moment de l'impact, le rayon a généré une sorte d'explosion de lumière. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'étais complètement sonné. Terrorisés, les 6 hommes prennent immédiatement la fuite, laissant Travis inanimé sur le sol. Quelques minutes plus tard, le vaisseau a disparu. Les forestiers reviennent alors sur place, mais Travis s'est évanoui dans la nature. Nous, les bûcherons, on a plutôt la réputation d'être des durs à cuire. Mais là, quand on est sorti de la camionnette, je vous promets qu'on n'en menait pas large. On a progressé dans la lueur des feux pour tenter de retrouver Travis. J'étais mort de trouille, j'avais envie de vomir tellement j'avais peur. Dès le lendemain, l'histoire fait la une des journaux. Des battues sont organisées en forêt pour tenter de retrouver le disparu. Mais l'homme reste introuvable. Le shérif Marlin Gillespie ne croit pas à l'histoire de l'enlèvement extraterrestre. J'ai naturellement penché vers la piste criminelle. Je pensais qu'un des gars allait finir par lâcher le morceau et par nous dire ce qui s'était vraiment passé. Tout le monde soupçonne alors le chef d'équipe Mike Rogers et ses hommes d'être responsables de la disparition. Pour se dédouaner, ils acceptent d'être soumis au détecteur de mensonges. 5 d'entre eux passent le test avec succès. Seul le 6e sera jugé peu concluant. Travis, que l'on voit ici sur une vidéo tournée à l'époque des faits, va réapparaître 5 jours plus tard au bord de cette route à quelques kilomètres de l'endroit où il avait disparu. On le retrouve nu, amaigri, déshydraté et visiblement en état de choc. Il n'a aucun souvenir précis de ce qui s'est passé. Quand j'ai appris combien de temps j'avais été porté disparu, j'étais vraiment sous le choc. Je suis resté amnésique pendant un bon moment. C'est bien après les faits que les souvenirs vont remonter à la surface. Travis raconte alors l'histoire suivante. Après avoir perdu connaissance dans la forêt, il dit s'être réveillé dans une pièce, entouré de 3 créatures de petite taille qu'il décrira comme ressemblant à des fœtus. C'est la chose la plus terrifiante que j'ai jamais vue. Ils avaient une apparence humaine, avec des bras, des jambes, des caractéristiques proches des nôtres, mais il était clair qu'ils n'avaient rien d'êtres humains. Leurs yeux paraissaient voir à travers moi. Ils exprimaient une indifférence effrayante. Pris de panique, il tente de les repousser comme on le voit sur ces illustrations tirées de son récit. Je criais, je les menaçais, j'étais prêt à me battre avec eux pour leur échapper. Travis y parvient et court se réfugier dans une autre pièce qu'il décrira comme la salle de contrôle de l'OVNI. C'est là qu'il est rejoint par une créature d'apparence humaine, qui le conduit vers une immense salle où se trouvent d'autres vaisseaux. On lui applique alors un masque respiratoire sur le visage et il perd à nouveau connaissance. À son réveil, sur le bord de la route, il verra simplement le vaisseau disparaître dans le ciel. Travis Walton a relaté cette expérience dans un livre intitulé « Des feux venus du ciel ». Mais à ce jour, aucun des 6 témoins de l'événement n'est revenu sur sa version, et ce malgré les nombreux interrogatoires qu'ils ont subis durant l'enquête. L'épreuve du détecteur de mensonges n'a pas non plus confondu Travis Walton. Aujourd'hui, je suis convaincu que ces gars qu'on a tous soumis au détecteur de mensonges sont certains d'avoir vu quelque chose qu'ils identifient comme un ovni. Je ne suis pas convaincu que Travis Walton ait réellement été emmené à bord d'un vaisseau, mais en tout cas, il en est intimement persuadé.
Je n'ai pas fait tout ça pour me faire connaître. Mais l'affaire avait déjà pris tellement d'ampleur quand je suis revenu que je n'ai pas eu vraiment le choix. Je me suis contenté de répondre aux questions du monde entier, et c'est ce que je fais encore aujourd'hui, pour tenter de clarifier les choses, me défendre et répondre aux accusations dont on m'accable. Pour Travis, le traumatisme causé par l'expérience dépasse largement la notoriété que lui a valu son incroyable histoire. Je n'ai tiré aucun bénéfice financier ni aucun avantage dans ma vie en général. Je n'ai rien gagné à me faire connaître de la sorte. J'aurais préféré que ça ne soit jamais arrivé. Comme la plupart des victimes d'enlèvement, il reste intimement persuadé d'avoir vécu ces événements. Elliot et Debra Novak pensent eux aussi avoir été enlevés à bord d'un vaisseau géant. Mais cette fois-ci, l'OVNI aurait été aperçu simultanément par des milliers de personnes dans le secteur. Tout commence dans la nuit du 23 août 1984, alors que les deux artistes s'apprêtent à rejoindre New York à l'issue d'une représentation dans la ville de Catskill Mountain. Un trajet de 2 heures à peine, mais cette nuit-là, un événement imprévisible les attend sur la route. Elliot aperçoit soudain des feux dans le ciel qui se rapprochent du véhicule pour venir leur barrer la route. Debra distingue alors un gigantesque vaisseau de forme triangulaire. Je dirais que c'était de la taille d'un terrain de football. C'est la meilleure description que je pourrais en faire. C'était tellement immense qu'on ne voyait même plus le ciel au-dessus de nous. Le vaisseau recouvrait intégralement notre champ de vision. L'objet se déplace en silence au-dessus du véhicule qui baigne dans une intense lumière blanche. Je me souviens d'avoir clairement ressenti une sensation bizarre dans le ventre. Un peu comme lorsqu'on se trouve dans un avion qui monte et descend brusquement. Je me souviens qu'à un moment, j'ai vu un grand flash lumineux. Et ensuite, plus rien. Quelques instants plus tard, l'objet a disparu. La portière côté passager est ouverte, mais curieusement, le couple va agir comme si rien ne s'était passé. Je ne savais pas pourquoi mes jambes étaient à l'extérieur du véhicule et Debbie ne m'a même pas posé la question. Rien. On ne s'est même pas adressé la parole, on a juste repris notre route. Ils arrivent à New York avec plus d'1 heure et demie de retard sur l'horaire prévu. Dans leurs souvenirs, l'incident n'a pourtant duré que quelques minutes. Une sensation de temps perdu qui apparaît de façon récurrente dans les témoignages de personnes enlevées. Mais il y a d'autres signes inexplicables. Le lendemain matin, je souffrais du bas-ventre et j'avais des bleus sur les jambes. Mais surtout, j'ai uriné du sang pour la première fois de ma vie. Et la seule d'ailleurs. Surtout, il y a cet article paru le lendemain dans le New York Times. Il fait état de milliers de signalements d'OVNI dans la région de Grossinger, l'endroit précisément où l'événement s'est produit. Tous mentionnent un immense objet lumineux dans le ciel de forme triangulaire. Des observations confirmées par l'astronome Philippe Imbrogno, également témoin du phénomène. Il a rassemblé plus de 7000 comptes rendus similaires. Parmi les témoins, nombreux sont ceux qui pensent également avoir été enlevés. On a recueilli un nombre très important de témoignages du même type. Je parle de gens sérieux qui ne cherchent pas à faire parler d'eux et qui ont été soumis à des tests psychologiques. On parle de 175 personnes, c'est assez stupéfiant. Curieusement, plusieurs années vont passer avant que les Novak ne prennent réellement conscience de ce qui s'est passé cette nuit-là. Je n'avais jamais entendu parler de ces enlèvements. Je ne m'intéressais pas du tout aux extraterrestres. Il m'a donc fallu beaucoup de temps pour réaliser que j'avais pu être enlevé à bord d'un vaisseau. C'est la lecture du livre Missing Time, consacré au phénomène, qui va les mettre sur la voie. Je l'ai ouvert et je n'ai plus pu le refermer. J'ai passé toute la nuit à le lire. J'étais frappée de découvrir autant de points communs avec des expériences que j'avais vécues. Et pas seulement celles de Grossinger, mais d'autres également. L'ufologue Bud Hopkins a enquêté sur plus de 600 cas d'enlèvement extraterrestre. Il prône l'usage de l'hypnose régressive pour aider les victimes à recouvrer la mémoire d'événements refoulés.
À force de travailler avec des gens qui ont vécu ce genre d'expériences, qui se sont parfois produites des années auparavant, on découvre qu'ils n'ont pas conscience de la majeure partie de l'information. Hopkins a étudié personnellement le cas des Novak. Cette vidéo montre la séance d'hypnose durant laquelle Elliot va recouvrir des souvenirs détaillés de son enlèvement. Ressens-tu des picotements dans certaines parties de ton corps ou ne ressens-tu rien? C'est juste au niveau de l'aine, comme si c'était anesthésié. Je n'avais absolument aucune sensation à cet endroit. Par contre, je sais que la créature à droite de moi me faisait quelque chose à cet endroit. Je le voyais parfaitement, je voyais sa tête juste au-dessus de moi. Sous hypnose, Debra se souvient qu'après avoir vu l'OVNI survoler la voiture, elle s'est retournée vers son mari qui avait disparu. Tu ne m'as vu nulle part? Non, Dehors? non. Mais d'autres événements vont également lui revenir en mémoire, comme cette autre nuit où elle aurait été enlevée dans sa chambre pour être emmenée à bord d'un vaisseau, puis examinée. Des souvenirs terribles en apparence. Ton torse, tu sens quelque chose sur ton torse? Oui, Qu'est-ce que tu ressens? Essaye de te rappeler. C'est arrivé il y a longtemps. Ça va aller. ils ont une... Je pose ma main sur ta tête. Essaye de te calmer. Ils ont une quoi? Dis-moi ce que tu vois. une aiguille. Une aiguille. Une aiguille. Où est l'aiguille? Tu sens ma main sur ton front? Elle est en moi. Oh mon Dieu, ça fait mal. Seulement voilà, pour les détracteurs de la méthode Hopkins, l'hypnose régressive ne peut être considérée comme une méthode fiable d'investigation. Selon eux, l'hypnotiseur aurait la faculté de favoriser l'émergence de fausses mémoires. L'hypnotisé peut croire sincèrement que ces faux souvenirs sont réels. C'est la raison pour laquelle l'hypnose doit être pratiquée avec beaucoup de précautions et suffisamment de compétences pour éviter ce type d'effet pervers. Le docteur Jacobs a assisté à près de 750 séances de régression sous hypnose, conduites sur des victimes d'enlèvement. Il pense également que la technique ne peut s'apparenter à une démarche scientifique rigoureuse. N'importe qui peut hypnotiser quelqu'un d'autre à partir du moment où ce dernier a accepté le principe. Le problème, c'est que l'hypnotisé peut fabuler, se convaincre qu'il dit la vérité. On ne peut se fier à ce qu'il dise, même dans les meilleures conditions. Mais pour Bud Hopkins, les souvenirs des victimes seraient effacés par les extraterrestres lors des enlèvements. Et seule l'hypnose régressive serait alors capable de les faire remonter à la surface. Il ne s'agit pas de souvenirs refoulés comme ceux d'un événement traumatisant qu'on efface inconsciemment de sa mémoire. Ce mécanisme est bien connu. Dans le cas des enlèvements, les souvenirs n'ont pas été refoulés par le sujet lui-même. Ils ont été effacés par une entité extérieure. Le journaliste C.D.B. Bryan ne croit pas à la réalité des enlèvements. Mais il a assisté à de nombreuses séances d'hypnose pratiquées par Hopkins et atteste du caractère rigoureux de sa méthode. Je l'ai vu essayer de les influencer pour me démontrer qu'il est impossible de leur faire dire ce qu'ils ne veulent pas dire. Or, la principale critique à l'égard de l'hypnose consiste à affirmer que l'hypnotisé dit en fait ce que l'hypnotiseur lui suggère de dire, ou qu'il invente des histoires. Mais je n'ai rien vu de tout ça. Nous touchons là au cœur du débat. Mais faute de preuves scientifiques irréfutables, nombreux sont ceux qui refusent encore de croire à la réalité des enlèvements extraterrestres. Il est possible que les extraterrestres soient réellement responsables de ces enlèvements, mais la seule raison qui poussera à y croire, pas seulement en tant que scientifique, mais en tant qu'individu cartésien, ce serait qu'on puisse en apporter la preuve formelle. Que penser alors des séquelles physiques mentionnées par ces nombreuses victimes qui, comme Anna Jamerson, déclarent avoir subi des actes chirurgicaux lors de leur enlèvement? Ils ont enfoncé des trucs dans mon nez. Ils m'ont éclaté un tympan. J'ai eu des trous dans la tête, derrière les oreilles, et ils m'ont injecté des choses dans les veines au niveau des bras. Pour l'ufologue Richard Hall, qui a enquêté personnellement sur le cas d'Anna, ces séquelles laissées par les interventions sont autant de preuves.
Dans le cas d'Anna, comme dans celui de plein d'autres victimes qu'on a pu étudier, nous avons effectivement constaté des séquelles physiques, des marques semblables à celles retrouvées sur un grand nombre de victimes. Témoin, ces photos impressionnantes. On y voit clairement des marques étranges laissées sur le corps des victimes. De forme circulaire ou rectiligne, certaines mesurent jusqu'à 8 cm de diamètre. Par endroits, la chair semble même avoir été creusée. Mais il y a plus surprenant encore. Plusieurs victimes prétendent avoir été implantées lors de ces interventions. Des implants généralement introduits dans la tête via les fosses nasales, l'oreille ou même le globe oculaire. Ils ont tourné ma tête sur la droite. Une créature plus grande s'est alors approchée de moi. Il m'a dit que tout allait bien se passer, qu'il n'allait pas me faire mal. Puis, il a pris une longue aiguille qu'il a insérée dans ma narine droite. J'ai fermé les yeux et là, j'ai entendu comme un craquement. Science-fiction, jugez plutôt. Ces radios et scanners ont confirmé la présence des implants. 4 d'entre eux ont même pu être extraits à ce jour. Membre du prestigieux Institut de technologie du Massachusetts, le professeur Pritchard fait partie des rares scientifiques à les avoir analysés. Ces résultats font état de matière organique et de quelques composants métalliques. Rien qui, selon lui, permette d'attester d'une origine extraterrestre. Tant que nous ne trouverons pas de preuves irréfutables, nous sommes bien obligés de classer ces événements dans la catégorie du paranormal et de toutes ces histoires fantastiques que les gens se racontent. Sinon, ça nous ramène loin en arrière, à l'époque de l'obscurantisme et des sorciers guérisseurs. Le prix Nobel de physique Léon Lederman pousse le raisonnement encore plus loin. Pour lui, c'est le principe même de ces prétendues expériences extraterrestres qui peut être mis en cause. S'il existe une forme d'intelligence supérieure ailleurs dans l'univers, ils n'auraient même pas besoin d'enlever les gens. Ils pourraient savoir tout ce qu'ils veulent à partir d'une simple goutte de sang. Certaines victimes avancent pourtant des réponses certes peu rationnelles. On m'a dit qu'on me préparait afin que je puisse aller vivre ailleurs. Je ne sais pas s'il s'agit d'une autre planète, d'un vaisseau ou autre. Tout ce que je sais, c'est que ce n'est pas sur Terre. Motifs douteux, absence de preuves, absence de témoins, absence de souvenirs conscients des victimes, même les convaincus en viennent parfois à douter que l'on puisse un jour prouver la réalité des enlèvements. Je doute que l'on puisse trouver des preuves irréfutables au sens scientifique du terme, ce que les gens réclament. Et leurs détracteurs enfoncent le clou, évoquant la thèse de l'hystérie ou de l'aveuglement collectif. Compte tenu de l'absence criante de preuves, les gens qui prétendent que les extraterrestres existent et que les preuves sont nombreuses ne sont pas objectifs. Ils font même preuve d'irresponsabilité à mes yeux. Pour d'autres, le phénomène démontre surtout une lacune générale d'éducation scientifique. Je pense qu'un gros effort doit être entrepris en matière d'éducation scientifique dès la maternelle et jusqu'au collège. Je crois que c'est une politique indispensable qui permettra peut-être à l'avenir d'améliorer les connaissances scientifiques de base de nos concitoyens. Mais ces critiques intransigeantes ne font plus l'unanimité au sein de la communauté scientifique. Pour certains, comme le professeur David Jacobs, l'ampleur du phénomène interpelle. On a affaire à des disparitions inexpliquées suivies d'enquêtes de police et d'opérations de recherche de grande ampleur. Des mères désespérées se demandent où sont passés leurs enfants. Tous ces événements sont probablement liés au phénomène, sans parler de tous ces gens qui se retrouvent avec des marques sur le corps, des marques qu'ils n'avaient pas la veille, ni même parfois 1 heure auparavant. Puis, il y a ce constat particulièrement troublant. Les victimes, dans leur grande majorité, apparaissent comme des gens tout à fait normaux, ne souffrant d'aucun trouble psychologique. La plupart des tests psychologiques et études réalisées les décrivent même comme représentatifs de l'ensemble de la population, toutes catégories confondues. On parle de milliers de personnes dans le monde entier qui nous disent avoir été enlevées et qui sont parfaitement conscientes qu'en disant ce genre de choses,
On va les prendre pour des cinglés. Tout le monde finira par découvrir la vérité. Ça arrive beaucoup trop fréquemment et ça touche des gens qui n'auraient jamais cru qu'une telle chose puisse leur arriver. Un mystère qui invite même les sceptiques de la première heure à nuancer leurs propos. Au début, je pensais sincèrement que ces gens-là étaient timbrés. Mais j'ai appris petit à petit à les écouter et à les respecter, car ce qu'ils vivent a l'air terrifiant. Aujourd'hui, je pense sincèrement qu'ils ne sont pas fous, bien que je n'arrive toujours pas à croire à la réalité des enlèvements. Impossible de trancher donc. Un poids supplémentaire pour les victimes qui, comme Joyce Arren, cherchent désespérément à comprendre comment et pourquoi ils ont été enlevés. Je leur en veux. Je veux savoir pourquoi ils font ça. Pourquoi ils me font subir ça, à moi et à ma famille, et pourquoi ils le font à tellement d'autres gens dans le monde. Au-delà du traumatisme, il faut aussi se justifier. Je lutte déjà assez pour surmonter le choc émotionnel que cet événement a provoqué chez moi. Mais je dois en plus affronter en permanence le scepticisme de tous ces gens qui m'accusent de fabuler, sans même connaître vraiment les faits. Je ne connais pas une seule personne enlevée qui n'ait pas été profondément marquée par l'expérience. Si tout ça n'est qu'un truc dans la tête des gens, pourquoi les scientifiques et les médecins ne travaillent-ils pas sur un remède? Heureusement, il y a ceux comme les Novak qui se montrent plus philosophes. Je me dis finalement qu'ils ont peut-être plus de choses à nous apprendre qu'on ne le pense. Alors pourquoi en avoir peur? De toute façon, ça ne servirait à rien d'essayer de nous cacher en pensant qu'ils ne pourront pas nous trouver. De toute façon, c'est impossible d'apporter des preuves aux gens qui n'y croient pas. C'est comme ça, il suffit d'attendre. Peut-être que la vérité éclatera bientôt au grand jour. Si à ce jour, en France, on ne dénombre qu'une trentaine de cas supposés d'enlèvement, ce phénomène nous pose encore bien des questions qui demeurent sans réponse.